La France est au fond du gouffre. La France est vraiment au fond du gouffre à ce moment-là. En ce moment, on voit d'un côté une France qui essaye, qui fait tout ce qu'elle peut pour essayer de réduire ses dépenses, ou du moins qui montre qu'elle voudrait réduire ses dépenses, notamment en supprimant un tiers des agences publiques. Mais on voit que malgré ça, d'abord, le FMI n'y croit pas, et puis ensuite, on voit qu'il y a une contraction gigantesque du secteur privé en France, avec notamment des entreprises comme Arcelor qui ferment, des entreprises qui ferment les unes après les autres leurs usines en France. Et enfin, on voit qu'il y a des rigidités incroyables dans notre pays, d'énormes rigidités, comme le fait de ne pas pouvoir ouvrir le 1er mai quand vous êtes un fleuriste ou un boulanger, et que ces rigidités, ben, on n'arrive pas à passer outre. On est complètement bloqué là-dedans. Bref, on a actuellement un véritable sujet français, on a un véritable problème et probablement le FMI au bout du chemin. D'ailleurs, le FMI commence sérieusement à nous gronder. Donc, il va falloir en parler, il va falloir voir ce que ça va avoir comme implication pour vous. Et pour cela, j'ai invité deux personnes que les fidèles de la chaîne connaissent maintenant bien. J'ai invité Étienne Henry des publications Agora. Étienne, je te laisse te présenter en 30 secondes. Et puis, il y a aussi un lien dans la description. Si tu peux expliquer aux gens de quoi on parle exactement, ça serait Oui, pas mal. bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Donc, je suis rédacteur en chef aux publications Agora. Nous sommes un organe de presse économique dédié au grand public pour aider les gens à prendre des bonnes décisions. Et c'est vrai que le cœur du sujet aujourd'hui, c'est la dette et comment l'économie française peut tenir. Donc, c'est pour ça qu'on a préparé un rapport gratuit pour les lecteurs, les auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui, sur comment se préparer, comment se protéger face au problème de dette qui va devenir le problème des citoyens. On pensait que c'était un problème Ah d'État, oui, un ça. problème pour les technocrates de Bercy, mais c'est un problème pour tout le monde, pour vous, moi, tous les contributeurs. Voilà, donc on s'intéresse beaucoup à cette problématique en ce moment, et c'est pour ça que c'est très bien d'en parler aujourd'hui. Et donc, il y a un lien dans la description pour ceux qui veulent. Et puis, on a avec nous Thomas Veillet du Morning Bull, tous les matins sur Swiss Code Français. Je te laisse dire, Thomas, ce que tu présentes tous les matins dans le Morning Bull. Alors, moi, je suis un. Qu'est-ce que je suis? Moi, je suis un chroniqueur financier, un vulgarisateur financier. Et tous les matins, j'ai une rubrique sur YouTube qui s'appelle Morning Bull Live, où je parle des marchés en général. Et puis, je fais la même chose en podcast, je fais la même chose en chronique boursière par écrit sur un autre site qui s'appelle investir.ch. Ça, c'est la version suisse, bien sûr. Et puis, moi, je suis là, je suis le régional de l'étape. Là, je suis suisse. Donc, je viens regarder ça avec un œil extérieur, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de notre côté à nous. Et c'est toujours assez intéressant à débattre sur le sujet. Voilà. Donc, là aussi, si vous voulez voir la chaîne sur laquelle Thomas fait des chroniques tous les matins, le lien est dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer là en parlant des réformes de l'État, des réformes budgétaires en France et des coupes qui sont prévues dans les agences. J'avoue que j'ai été extrêmement surpris quand j'ai entendu hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, le gouvernement nous dire qu'ils allaient supprimer quand même un tiers des agences publiques. Vous savez qu'il y a 1200 agences publiques en France, dont on ne connaît pas toujours la véritable efficacité, ni même la véritable mission, mais il y a 1200 agences qui vivent finalement de vos impôts et qui remplissent des missions de service public avec un gros paquet de fonctionnaires qui travaillent pour elles. Et donc, on nous a annoncé qu'on allait supprimer un tiers de ces agences avec comme objectif d'économiser, je lis ce que j'ai noté, l'objectif est d'économiser 2 à 3 milliards d'euros pour pouvoir réduire le déficit public. Le déficit public est aujourd'hui de 5,4% et l'objectif, ça serait 3% en 2029. Le FMI nous dit, n'y rêvez même pas, vous serez à 6,8% en 2030. Donc, on voit déjà qu'il y a une grosse différence
entre la prévision du gouvernement et la prévision du FMI qui commence à nous gronder sérieusement. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que réduire d'un tiers comme ça les agences publiques, déjà, est-ce que c'est courageux? Et ensuite, est-ce que c'est suffisant pour redresser les finances publiques? Étienne. Allez, bon, on va commencer par faire un peu de mauvais esprit quand même. On est ça. Ce qu'on propose de faire là, c'est en fait de faire ce que fait Elon Musk avec son département d'efficacité gouvernementale. Hein. Donc on s'est beaucoup moqué des coupes comme ça à la tronçonneuse, mais on va vers ça. Donc déjà, c'est intéressant, je trouve, de remarquer qu'on a complètement changé en termes de discours et qu'on commence à dire que c'est possible de tailler dans la masse. Ça, c'est pour le côté un petit peu rigolo politiquement parlant. Maintenant, pour le côté économique et pour parler de chiffres, les chiffres là, du FMI sont intéressants à rappeler les clous. Moi, j'aimerais bien revenir rapidement sur ce qu'on a entendu il y a 15 jours, le satisfecit du budget 2024, qui était finalement pas si mauvais que prévu, hein, avec le déficit public qui n'était que de 156 milliards d'euros. Donc, c'est censé être une bonne nouvelle. Et à côté de ça, on a eu l'annonce qu'en fait, rester dans les clous et tomber absolument pas à 3%, hein, mais à 4,6% de déficit l'année prochaine, donc très 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 loin de l'objectif proclamé, il faut qu'on trouve 40 milliards supplémentaires par rapport à ce qui était prévu cette année pour 2025. Donc on n'est pas du tout sur les 2-3 milliards qu'on pourrait récupérer en faisant ces petits ajustements, il nous faut 15 fois plus. Voilà. Et ça, c'est juste pour tomber à 4,6% de déficit. Donc on n'y est pas. Maintenant, est-ce que si on veut être un peu positif, on peut se dire que c'est une bonne chose? Si on accepte de faire des coupes drastiques et de tout remettre à plat, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire hein, pour rééquilibrer un peu les finances publiques, pourquoi pas? On peut regarder aussi ce qui se passe du côté de l'Argentine. Ça a été extrêmement décrié après l'élection. On a dit que le pays allait droit dans le... On ne pouvait pas comme ça arrêter la sphère publique et repartir avec le privé. C'est ce qui a été fait. Économiquement, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Socialement, ça a été très dur au début et on voit que finalement, ça permet au pays de repartir. Donc peut-être qu'on se dirige vers ça. Alors, quel gouvernement va le porter? Est-ce que ça va être le gouvernement de consensus et de compromis qu'on a aujourd'hui? Bon, ça, l'avenir le dira, ou peut-être à la prochaine élection, prochaine Assemblée nationale. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que si on veut avoir les 400 ou les 100 milliards d'économies qu'il nous faut hein, d'ici 2030, ça ne peut se faire qu'en tapant très fortement dans la dépense publique. Donc ces agences qu'on veut supprimer, déjà on verra si ça peut être fait, parce que comme on dit, hein, derrière chaque niche, il y a un chien qui grogne, et surtout, ça ne suffira pas. Donc ça ne doit être que la première étape, et ça n'empêchera pas de se poser les vraies questions qui sont comment est-ce qu'on gagne 40, 50, 100 milliards. Et là, ce n'est pas en grattant 3 milliards à gauche, 3 milliards à droite qu'on va y arriver. Et toi, Thomas, comment tu vois ça? Ça semble sérieux ou c'est de l'amusement Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour une fois qu'on va toucher à ces agences, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est... Je ne sais pas, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche, quelque part. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, en tous les cas, et que tout est très long et tout est vétuste et rien ne va dans la bonne direction. Et c'est vrai que je rejoins assez Étienne sur le fait de dire qu'effectivement, pour l'instant, ils veulent faire du dodge, enfin, comme Elon Musk est en train de faire aux États-Unis après avoir hurlé dessus en disant que c'était un scandale. Et effectivement, est-ce que ça suffira? Visiblement pas. Mais surtout, la grande question, c'est que malheureusement, vu simplement en mettant les chiffres sur la table, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de couler. Il y a une dette qui est complètement abyssale, qui n'arrête pas d'augmenter depuis quelques années, alors que normalement, il y a peut-être un moyen d'avoir fait un petit peu mieux, mais quelqu'un a fait une connerie, mais personne ne veut le reconnaître quelque part. Il n'y a pas de prise de conscience de qui est responsable de tout ça. Et aujourd'hui, il n'y aura pas d'autre alternative que de taper dans le gras. Et j'ai un peu l'impression de dire que finalement, alors c'est un peu une comparaison un peu bricolée, mais aujourd'hui, Trump, pour essayer de redresser ce qui ne va pas aux États-Unis, il est violent. Et la manière dont il le fait, ça va faire très mal. Le seul problème, c'est que je ne sais pas si les Français vont réagir la même chose que les Américains réagissent dans ce genre de situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vu de l'extérieur, vu de là où je suis, je me dis qu'il y a quand même des trucs qui sont très, très mauvais. Et je crois qu'on avait déjà parlé de ça dans une émission précédente où on avait vraiment l'impression que, de toute manière, la question, c'était pas de savoir à quel moment, enfin plutôt à quelle vitesse on allait rentrer dans le mur, mais quand c'est qu'on allait rentrer dans le mur. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas.
Et surtout, il n'y a personne qui a la moindre crédibilité en France, et je parle au niveau gouvernemental aujourd'hui, pour pouvoir prendre ça sur ses épaules. Étienne disait qu'effectivement, qui va porter ça, mais qui pourrait le porter? Parce que de toute manière, franchement, quand on regarde ça, on se dit, mais qui pourrait faire fonctionner le pays aujourd'hui? Ça ne fonctionne pas politiquement, et quand on écoute les deux bords, sans vouloir prendre parti ni à droite, ni à gauche, ni au centre, ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche, franchement, ça fait souci de tous les côtés. Et c'est vrai que comme ça, en regardant ça à froid, on se dit, depuis le temps que ça ne marche pas, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas faire un grand reset et puis repartir à zéro? Comment est-ce qu'ils vont trouver l'argent et comment est-ce qu'ils vont... C'est juste la thématique de l'Argentine a fonctionné pour l'instant dans le bon sens. Est-ce que les Français sont capables et sont prêts à supporter ce genre de choses? Ça, on va rigoler. Ça va peut-être pas assez mal pour que ça aille mieux, en fait, parce que les gens sont encore persuadés qu'on peut ne toucher à rien. Moi, je le vois parce que dès qu'on touche à une petite niche, ou dès qu'on dit qu'on va toucher à une niche, tout de suite, c'est un énorme scandale. Et tout le monde nous dit, mais pas moi, mon voisin, oui, mais moi, on ne peut pas me toucher. Et le gros problème des Français, c'est que tout le monde vit maintenant en France du petit chèque que lui donne l'État. Et ça devient un vrai problème. C'est-à-dire que vous avez des chèques partout. Alors, il y a les retraités qui touchent leur retraite, mais dès qu'on dit qu'on va toucher à l'abattement des 10%, c'est un scandale. Et il y a des partis politiques qui disent on va censurer si vous faites ça. Vous avez le RSA qui représente maintenant, je crois, c'est 7 ou 8 millions de personnes qui touchent le RSA. Vous avez... je veux dire, on a même des chèques pour repriser nos chaussettes. Donc, c'est dire à quel point on est allé, quoi. On touche des chèques pour se faire... pour faire repriser nos chaussettes ou réparer nos vieux vêtements, quoi. Donc, tout le monde touche son petit chèque. Du coup, maintenant, dès qu'on essaye de toucher à quelque chose, ça devient une cata absolue. Et de l'autre côté de ça, on voit que l'État, lui, essaye actuellement de récupérer de l'argent partout, quoi. Mais vraiment partout où il peut, parce que je crois que lui-même, il ne croit pas du tout à ce qu'il raconte lui-même. C'est-à-dire, on sera l'an prochain à 4,6, il n'y croit pas une seconde. Je crois qu'il est tout à fait en phase avec ce que dit le FMI, c'est-à-dire que les gars, de 2026 à 2030, vous allez nous faire du 6% et en augmentant en plus. Je suis sûr que le gouvernement le sait. Et du coup, actuellement, c'est un jour une taxe. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais il y a 2 jours, on a créé une taxe où on a parlé de nous créer une taxe sur le fait de vivre dans une ville. Alors, ce n'est pas la taxe d'habitation, hein, surtout pas, parce que Macron l'a supprimée, donc ce n'est pas la taxe d'habitation. C'est le fait d'habiter dans une ville, et promis juré, elle ne sera pas très élevée. Voilà, c'était il y a 2 jours. Et aujourd'hui, c'est une taxe sur vos colis qui viennent de Chine. Vous êtes pauvre, vous achetez trop de produits chez Shine, on va vous mettre une taxe sur tous les petits colis qui viennent de Chine. C'est un jour une taxe en ce moment parce qu'on essaye de... Je ne sais pas où ils espèrent aller dans ces conditions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, je ne vois pas l'intérêt de ces mini-taxes qui ne résolvent pas le problème, quoi. Mais on l'a vu. Alors, moi, de nouveau, je reprends juste le côté suisse. On a vu à l'époque, quand il y avait... on a beaucoup pris sur la figure... Mais Tizi a raison, il dit les actifs sont rackettés, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un racket qui se met en place. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est que le côté fiscal a toujours été un énorme challenge. On l'entend vu de l'extérieur. Et nous, à l'époque, il y a eu pas mal d'affaires avec la France, des gars qui sont venus planquer leur argent en Suisse. Mais on revient toujours à la même thématique. En fait, on dit oui, les paradis fiscaux, c'est mal, mais pour qu'il y ait des paradis fiscaux, il faut qu'il y ait des enfers fiscaux. Et aujourd'hui, la France est un enfer fiscal. Et ça pose des problèmes absolument monstrueux parce que ça ne fait qu'augmenter. Et quand on voit le niveau d'imposition sur certaines micro-sociétés qui démarrent, ne serait-ce que ça, c'est complètement hallucinant. Comment est-ce que vous voulez que les gens entreprennent et essaient de développer quoi que ce soit en France quand on voit la manière dont ils se font massacrer au premier centime qu'ils gagnent? Je parle ça juste pour les indépendants parce que j'ai eu le cas autour de moi de quelqu'un qui a démarré une société. Quand je vois combien ils sont taxés la première année et au premier centime quasiment,
comment est-ce que ça peut fonctionner? Et ce que je ne comprends pas, c'est comment les gens ne se révoltent pas finalement, parce qu'on arrive dans une situation qui est totalement hallucinante, où il y a beaucoup de social derrière, mais derrière, vous ne pouvez pas finalement, c'est très très compliqué de profiter de son argent finalement, et ça donne pas envie de développer, ça donne pas envie de payer des taxes, et je comprends qu'il y en a qui ont envie de partir ailleurs finalement. Mais quand on voit comment c'est gouverné, quand on voit qu'on entend justement, tu disais François-Xavier, quand j'entends le nombre de taxes qui tombent tous les jours bientôt, je me dis mais c'est ahurissant, c'est insupportable au bout d'un moment. En Suisse, je trouve qu'on en a trop sur certaines choses, mais là, ça devient n'importe quoi. Oui, en France, c'est de la folie. On est taxé de tous les côtés. On est les meilleurs du monde quand même là-dessus. D'ailleurs, il y a deux choses. Il y a le fait que effectivement, les bons, les très bons, que ce soit les individus ou les entreprises, partent. Et puis, il y a ceux qui se mettent en grève. On voit quand même de plus en plus de professions libérales. Alors, profession libérale qui gagne bien sa vie, c'est plus de 50% de taxes sur les euros marginaux facturés. Hein. Donc, on voit de plus en plus de professionnels très compétents, très bien formés, qui ont fait 8-10 ans d'études, notamment dans le corps médical, hein, et puis qui se mettent à 4 jours par semaine, 3 jours par semaine, parce que, en fait, le travail marginal supplémentaire, on va rajouter 1 ou 2 jours de travail dans la semaine, et on va gagner 10% de plus. Personne de censé le ferait. Enfin, à moins d'être pris à la gorge par ses dépenses quotidiennes, les gens, ils préfèrent avoir 5 jours de week-end par semaine pour un niveau de vie qui est quasiment le même. Et ça, malheureusement, comme en plus on a un système qui est censé être juste, on le dit très progressif pour être juste, et en fait, au niveau macroéconomique, ça fait que ce sont les gens les moins productifs qui sont le plus incités à travailler. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec un pays de moins en moins efficace, des entreprises de moins en moins bonnes, parce que c'est pareil, les entreprises se mettent à avoir des taxes qui sont progressives, hein, même l'impôt sur les sociétés est progressif, et ça veut dire que ce sont les boîtes les moins rentables, même celles qui font le moins d'activité, parce qu'on a aussi des taxes sur la production, qui sont les plus favorisées dans le tissu économique. Et on tue le pays complètement comme ça. Mais par rapport à ce que tu disais, François-Xavier, sur l'acceptabilité de remettre à plat les finances publiques, il ne faut pas oublier qu'en France, on est quasiment à 60% du PIB qui est assuré par la dépense publique au sens large. Ça veut dire qu'en gros, les 2 tiers de l'activité du pays sont gérés par l'État et il en reste un gros tiers pour la sphère privée. On ne peut pas descendre, si on veut redescendre à un taux qui soit cohérent avec ce qui se fait chez nos pays voisins. Hein. Je ne dis pas d'abandonner complètement notre modèle social, mais juste revenir un peu dans la norme. Ça veut dire baisser de quasiment 60 à peut-être un peu moins de 50 la dépense publique. Et ça peut se faire que dans la douleur. Donc la question, c'est est-ce qu'on y va comme en Argentine où on dit on met ça à la tronçonneuse, on vous promet du sang et des larmes, ça va faire mal, mais il y a suffisamment de gens derrière pour dire ok, on va avoir 1 ou 2 ans compliqués. Ok, peut-être qu'il va falloir réorganiser comment est-ce qu'on gère nos étudiants, nos retraités, qui payent pour le niveau de vie de tous les gens qui profitent aujourd'hui de la redistribution. Est-ce que le privé va se substituer au public pour que le pays n'explose pas? Ou alors est-ce qu'on fait comme Trump où on dit on va monter les impôts, on va baisser la dépense publique et vous verrez, vous serez plus riches. Mais là, on voit déjà que c'est compliqué aussi, hein, ça fait des déçus. Et si on dit aux Français, moi c'est ça qui me fait peur, c'est qu'on dise aux Français qu'on va mettre des impôts, qu'on va baisser les allocations et qu'on va dire que malgré tout, ils vont mieux vivre, et quand les gens vont voir que le prix des choses augmente, que les chèques à la fin du mois diminuent, là, ça va peut-être refaire 2019, on va peut-être tomber dans une incompréhension. On va voir si nos hommes politiques peuvent se permettre d'être suffisamment honnêtes et si les Français vont l'accepter. Ça va être ça, à mon sens, la grande question. Il y a une les hommes politiques honnêtes en France, ça existe. Là, on n'est pas champion du monde là-dessus. Il y a une question là de Valide qui me semble pas mal, qui demande si le véritable problème, c'est le niveau de taxation global ou l'utilisation réelle des recettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis libertarien, donc je suis pour un niveau de taxation extrêmement faible et un État qui se mêle le moins possible de la vie de ses citoyens, qui se concentre de faire de la police, de la justice, de l'armée, et à la limite, qui finance l'éducation. Mais cette question, elle est quand même intéressante, c'est est-ce que l'on peut vivre, grosso modo, est-ce que notre niveau de taxation, qui est à peu près 50% du PIB, ça irait bien s'il y avait une bonne utilisation des recettes, ou est-ce que de toute façon, avec ce niveau de taxation, ça ne peut pas marcher? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça ne peut pas marcher, mais c'est peut-être mon biais. Je reviens de Norvège, en fait. Et en Norvège, ils ont un niveau de taxation qui est extrêmement élevé.
Et alors, j'ai pas eu le temps de vraiment creuser le sujet, mais en tous les cas, ils n'ont pas l'air malheureux et tout a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Et tout est bien organisé et tout fonctionne très bien. C'est vrai que le niveau de taxation est extrêmement élevé, mais par contre, une fois qu'ils ont tous payé, ce qu'il leur reste, c'est à eux et plus personne ne pose de questions. Mais il faut aussi avoir un peuple derrière qui accepte ce genre de fonctionnement et eux, visiblement, ça leur convient très bien. Et tout ce qu'il y a derrière, ça fonctionne. Et c'est là où il y a un problème qui revient de nouveau sur la table, c'est que je pense que le français ne peut pas accepter ce genre de choses. Et il y a une certaine normalité, mais moi, en tant que Suisse, si demain tu me dis qu'il faut vous taxer à 50%, j'accepte pas non plus. Bien sûr que non. Nous, on est en dessous de ça, mais c'est normal que tu n'aies pas envie de supporter ça. Mais je pense que ça peut fonctionner dans certains endroits. Là où ça ne fonctionne pas, visiblement, c'est de nouveau qu'on voit au niveau de certaines dépenses. Alors, je ne suis pas expert là-dedans, mais quand on voit les chèques qui passent, ne serait-ce que pour vos anciens présidents et toute cette clique de mecs qui n'ont servi à rien pendant toute leur carrière, qui finalement sont payés ad vitam aeternam à rien foutre, encore pire, et en plus ils sont vieux, tu as quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Quand on voit qu'ils ont redécoré l'Élysée, je ne sais pas combien de fois, tout cet argent qui est claqué dans tous les sens, sans parler de votre Premier ministre qui va faire des balades en jet privé pour aller à ses conseils municipaux au bout de la France, tout ça, on peut quand même se poser la question et c'est difficile de venir dire aux gens il faut faire des efforts, mais par contre, tout en haut, eux, ils n'en font pas. Et c'est tout ce système de taxation, il peut peut-être fonctionner dans certains pays, et visiblement, il marche dans le Nord, mais ce n'est pas la même mentalité, de loin pas. Et peut-être que la question se pose aussi là. Ouais, il y a le côté culturel, et puis ils souffrent aussi de leur État-providence là, dans les États du nord de l'Europe. Ils ont ce qu'ils appellent le piège de la Mercedes. C'est que quand on arrive à un certain niveau de vie, qu'un cadre peut se payer une Mercedes, en gros, il arrête de travailler. Et c'est aussi ce qu'on voit en France avec notre taux marginal sur les professions libérales. Il y a un moment, quand on paye beaucoup d'impôts, qu'on a un niveau de vie qui est confortable et qu'on sait qu'on ne va pas changer d'échelle en travaillant plus, eh ben, on ne travaille pas plus. Donc, ça a très bien marché sur la fin du XXe siècle, ça marchait encore bien les dernières années, mais on voit que, par exemple, ils ont décroché comme nous par rapport aux US en termes de PIB par habitant. Alors, la Norvège, c'est un peu particulier parce qu'ils ont la rente pétrolière qui est énorme. Ouais, Mais si on regarde la Suède, la Finlande, même le Danemark, c'est un peu ce mode d'organisation. Alors déjà, ils n'ont pas le côté latin, ils ont moins le côté flambeur, donc déjà culturellement, avoir plein d'argent, si on en a, ça se montre moins, donc ça fait moins partie du cycle de vie. Et c'est pas du tout comme les Américains où ils veulent gagner plus, ils veulent la croissance et ils le revendiquent. Donc il y a aussi le côté social. Et puis, il faut que la démographie suive, parce que même si en France, on se dit, bon, on ne reste plus à 60% du PIB qui est dans la poche de l'État, et puis on taxe et on redistribue, comme tu le disais, 50%, ça fonctionnait jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus avec la démographie, avec la croissance, qui ne sont plus là depuis 20 ans. Et c'est là où on commence à voir tous les petits parasitismes qui énervent, quoi. Le coût des jets privés, les allocations des anciens présidents, les retraites de ministres, les choses comme ça. Bon, ça énerve parce que c'est du parasitisme. Mais en fait, tant que tout le monde était content, on ne le voyait pas. C'était déjà là dans les années 80-90. Mais simplement, le système fonctionnait encore assez bien pour qu'on le tolère. Maintenant, on ne le tolère plus. C'est plus acceptable, ça. Mais il y a bien un pays nordique aussi, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus lequel c'est, mais où les grandes fortunes sont parties, là, tout récemment. Ils se sont tous enfuis juste parce qu'on avait remis un impôt sur la fortune pour pouvoir financer justement le modèle nordique. Alors, je ne sais plus si c'est la Suède ou la Norvège, mais il y a un de ces deux pays qui a perdu un grand nombre de millionnaires ou de milliardaires à cause des impôts, justement. Oui, mais bon, quand tu es extrêmement riche comme ces grandes fortunes, quelque part, c'est un faux problème parce qu'il est clair que peu importe où ils sont, si tu commences à les taxer, à les massacrer, ils ont toutes les solutions du monde qui leur permettent de partir. Si tu es entre deux, c'est plus compliqué de dire je vais partir, oui, mais tu vas partir où, dans quelles conditions, pour aller faire quoi? Alors qu'en revanche, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin pour trouver un endroit pour aller se planquer, pour avoir une qualité de vie extrêmement élevée avec des niveaux d'imposition qui sont relativement corrects. Et je ne parle pas forcément de Monaco, mais même ne serait-ce que chez nous en Suisse, quand on voit le nombre de forfaits fiscaux qui existent pour les personnes qui viennent, et c'est hallucinant. Moi, j'ai eu l'occasion à l'époque d'assister à une négociation sur un forfait fiscal pour quelqu'un qui venait s'installer en Suisse. C'était à mourir de rire parce que vous avez le responsable fiscal de la région où la personne veut s'installer qui discute avec les revenus, avec la personne très riche. Il lui dit combien est-ce que vous êtes prêt à payer? Et le gars lui dit 200 000 € par année.
On parle d'un gars qui faisait des revenus entre 8 et 15 millions par année. Hein. Il dit, je suis prêt à payer 200 000 euros d'impôts par année. Et le politicien lui dit, nous, on pensait plutôt à 800 000. Vous pensez quoi? Plutôt 200 000. Et j'ai vu le politicien qui a baissé son pantalon pour aller jusqu'à 200 000 pour dire à la fin, on a bien négocié. Donc, il faut aussi mettre les choses dans leur sens et se dire, OK, pour moi, la personne, si je suis très, très riche et que le système d'imposition ne me convient pas pour X, Y raison, c'est facile de partir et ça ne vous empêche pas de revenir profiter quand même du pays. Donc ça, c'est entre guillemets un faux problème. Ceux qui en prennent plein la figure, c'est finalement les gens qui sont là et qui n'ont pas vraiment le choix. Mais ce qui m'épate aujourd'hui, et j'ai beaucoup d'amis en France parce que j'y suis souvent de toute manière, je suis impressionné par le nombre de personnes qui ne sont pas contentes, mais ça ne dure jamais très longtemps. Parce que finalement, tout à l'heure, on parlait de tu vis avec ton chèque et tout ce qui est important, c'est de continuer à toucher ton salaire. Mais tant que tu as ça, il ne faut surtout pas trop bouger pour déranger. Mais en même temps, on a un gouvernement, vous avez un gouvernement qui vous en met plein la gueule en permanence. Et tout le monde est là en disant bon, alors, ça râle pendant 2 jours, mais après, il n'y a qu'une minorité qui vient dire quelque chose derrière. Et on reprend toujours la même histoire derrière. Et donc, ça, c'est assez impressionnant parce que je trouve que pour un peuple qui est connu pour être révolutionnaire, je trouve que ça s'est vachement calmé et que les gens sont quand même gentils. Ils s'énervent pendant quelques jours, mais après, ça se calme. Oui, mais ça, c'est impressionnant. On voit que. Mais de toute manière, depuis les Gilets jaunes, les Français ne bougent plus. Depuis, il y a eu la Gilet jaune où il y a eu un gros mouvement, et après, il y a eu le Covid, et plus personne ne bouge. On peut matraquer autant qu'on veut, plus personne ne bouge. C'est impressionnant comme on a été domestiqué en très peu de temps, en fait. Oui. J'ai été sidéré de ça. Je pense qu'on n'est pas là pour parler de la politique, mais moi, je suis toujours scotché par le fait de ce qui s'est passé depuis la dissolution de l'Assemblée nationale et qu'aujourd'hui, vous avez un gars son peuple lui a dit on veut plus de toi, mais il a quand même réussi à mettre les gars qui lui répondent, qui lui obéissent, et d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, ce gouvernement, il a l'air d'être totalement illégitime, sans parler du clown qui est à la tête du gouvernement, mais ça, c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, c'est vrai que je trouve complètement ahurissant cette situation. Mais ils ont été bien domestiqués, peut-être. Je sais pas, j'espère que ça va changer un jour, mais c'est impressionnant. Mais aujourd'hui, quand le peuple a été tellement domestiqué, peut-être que c'est justement l'occasion pour le gouvernement de dire bon, les gars, on va vous en faire une sévère et personne ne va bouger réellement derrière. Je sais pas. Mais de toute façon, il va falloir enlever le sparadrap de manière assez violente à un moment ou à un autre, parce que là, ça peut pas durer comme ça. C'est une catastrophe. Oui, mais là, on a des séries d'élections qui viennent. Je réponds à John qui demande Flamby combien de retraite. Il est au-dessus de 30 000 euros par mois de retraite, Flamby. Et il veut se représenter. Et il veut se représenter, parce qu'après tout, il n'y a pas de gêne. Hein. Il a été tellement mauvais qu'il n'a pas pu se présenter une deuxième fois, mais tout le monde. Mais en même temps, j'ai vu que la personnalité préférée des Français, d'après les médias, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, quand même, qui a foutu les gilets jaunes dans la rue. Il a mis les gilets jaunes dans la rue. Il nous a dit que le masque ne servait à rien pour nous dire 3 mois après qu'on était obligé de porter le masque, sinon on prenait 125 € d'amende. Il a interdit d'acheter des slips dans les supermarchés parce que le Covid était particulièrement dangereux dans le rayon slip, je pense, alors qu'on pouvait aller acheter des légumes. Ça a été un homme détesté, mais aujourd'hui, c'est la personnalité politique préférée des Français. En tout cas, d'après les journaux. Hein. Bon, voilà. Vraiment, c'est faire ça. Hein. On sait se prendre des petites marottes. On est dans un monde impressionnant en France. Mais alors, donc, sur le côté public, donc, on a vu, mais l'autre chose qui est vraiment, pour moi, un énorme signal d'alerte, qui dure maintenant depuis plusieurs mois, c'est qu'on voit des grosses usines qui ferment et on voit le PMI des services en France et le PMI manufacturier qui s'effondrent. Donc, le PMI manufacturier, ça fait longtemps. Donc, l'indice PMI, pour le dire à tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas, l'indice PMI, c'est un indice qui est très, très fiable et qui permet de savoir l'activité dans un pays. Si vous êtes à 50 ou au-dessus, ça veut dire que là, vous allez avoir une croissance. Si vous êtes en dessous de 50, ça veut dire que vous allez aller vers une récession. Et
ce que l'on avait, nous, depuis 8 mois en France, c'est un PMI des produits manufacturés qui était en dessous de 50, donc qui indiquait une récession dans l'industrie. Et on a eu Michelin qui a fermé 2 usines, on a eu Bosch qui a fermé une usine, on a eu ArcelorMittal, c'est tout récent, qui supprime 600 emplois dans le nord de la France et qui n'ouvre pas l'usine qui devait ouvrir à Dunkerque. Donc, on a les premières choses qui apparaissent. Et là, maintenant, c'est le PMI des services qui passe en dessous de 50 et sévèrement en dessous de 50, puisqu'il est à 46,8 en avril. Et donc, ce que ça semble indiquer, c'est que dans le secteur privé, on a un secteur privé qui va se contracter. Ça veut dire qu'une récession semble quasiment inévitable, ce qui ne va pas arranger le budget de la France, mais ça semble quasiment inévitable vu de mon balcon en tout cas. Et on va avoir une hausse du chômage. On a déjà eu des chiffres là qui montrent une hausse du chômage et une hausse du chômage qui va s'aggraver et une France qui va être terrible. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont souffrir plus que d'autres d'après vous? Et est-ce qu'on risque de voir une vague de faillites massive? Alors aujourd'hui, les faillites, on voit notamment les restaurateurs ferment tous les uns après les autres. Les boulangers ferment tous les uns après les autres. C'est une absolue catastrophe. On a eu l'immobilier, c'était l'an dernier, mais ça va continuer. Mais l'an dernier, l'immobilier, c'était la foire à la fermeture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va y avoir des secteurs plus concernés que d'autres? Et est-ce que ces indices qui apparaissent vous semblent graves? Ah bah, c'est clairement très grave. Alors pour moi, c'est pas une surprise parce que le dossier Arcelor, c'est un dossier sur lequel je travaille depuis quasiment 6 mois aux publications Agora. Donc on avait anticipé, on savait qu'ils allaient fermer. D'ailleurs, c'est de toute l'Europe, hein, c'est pas que la France qui est concernée. Il y a toute une palette de secteurs comme ça qui va être très durement touchée. Donc c'est mauvais pour le pays, comme tu dis, c'est très mauvais pour les finances publiques. On peut craindre une évaporation de l'impôt sur les sociétés cette année. Ça, ce serait dramatique, hein, parce que ça se compte en dizaines de milliards, et c'est des rentrées qui ne marchent que quand les boîtes font des bénéfices. Plus de bénéfices, 0 € de rentrée. Et on a des années au coup près comme ça où ça rapporte quasiment rien. Donc on se dirige vers ça cette année. Donc ça va être encore plus compliqué pour le budget. C'est pas du tout dans le plan de finances qui a été présenté. Donc ça va venir en plus des 40 milliards qu'on va chercher. Et derrière, donc bon, le taux de chômage, moi je le regarde pas trop parce qu'on sait qu'il est bricolé, bidouillé, mais il faut mieux regarder le taux de participation à l'emploi, qui est pas bon non plus. Et donc voilà, ça va faire de moins en moins de gens qui travaillent, de moins en moins efficacement, donc de moins en moins de richesses créées. Par contre, la redistribution de richesse, elle suit des effets de cliquet. Donc on la monte, on a beaucoup de mal à la redescendre pour l'adapter au PIB, ce qui serait une solution, hein. On pourrait dire on ne redistribue pas X centaines de milliards par an, mais on redistribue X% du PIB. Et dans ce cas-là, la vague monterait et descendrait pour tout le monde, ce serait juste. Ça, c'est de la politique. Ce n'est pas ce qu'on a décidé de faire, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc on va se retrouver avec un effet ciseau très défavorable. L'immobilier, c'est une catastrophe encore plus, parce que l'État, il a besoin d'un marché immobilier dynamique. On l'a vu avec ce qu'on appelle les frais de notaire, là, qui ont complètement disparu depuis 2 ans. Du coup, ça met les départements et les régions de manière complètement exsangue. Ils n'ont plus cette manne financière. Et c'est pour ça qu'on voit cette espèce de vraie fausse taxe d'habitation revenir. On a vu aussi un projet de taxer les propriétaires. À la promis, ce n'est pas la taxe foncière, hein, mais ce serait une partie de la valeur d'achat du bien qui viendrait tous les ans pour les propriétaires. Rien à voir avec la taxe foncière, je vous rassure. En fait, l'idée, c'est de ventiler les frais de notaire, comme les gens ne font plus de transactions. Il y a quasiment plus de volume en France. Et donc, comme l'État et les collectivités locales ne peuvent plus percevoir la taxe sur les transactions, on ferait un calcul, on dirait qu'on la ventile sur 10-15 ans, et puis on la prélèverait tous les ans. La blague, c'est que ceux qui ont déjà payé leurs frais de transaction, par définition, tous les propriétaires, se retrouveraient à payer à partir d'aujourd'hui. Donc, on payera 2 fois. Et ça, c'est simplement parce que cette manne qui se comptait en milliards a disparu. Et comme tu dis, on ne sait pas quand ça va rebondir, le marché immobilier. Les prêts baissent, effectivement, les taux d'intérêt baissent. Là, on peut avoir des prêts à moins de 4%, mais il faut avoir la capacité, il faut avoir l'envie, il faut trouver les biens qui vont bien. Et de fait, quand on regarde les chiffres, ça ne repart pas. Et pire que ça, l'État, en fait, utilise beaucoup le crédit immobilier pour injecter de l'argent dans l'économie. On ne le dit pas beaucoup parce qu'on ne le sait pas beaucoup, mais l'ordre de grandeur des nouveaux prêts immobiliers produits chaque année en France, c'est l'ordre de grandeur du déficit public. Donc, quand on perd ça, c'est l'injection correspondante au déficit public qui disparaît. Et là, ça fait 2 ans que c'est le cas. Donc, forcément, tout ralentit. Parce que cet argent, il est récupéré par les particuliers qui vont dépenser pour acheter des voitures, pour partir en vacances, etc. Et quand ça s'arrête, la musique s'arrête pour tout le monde.
Alors, un petit point à surveiller là ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu, mais par le biais de la Finlande, la BCE commence à dire qu'ils seraient prêts à baisser leur taux directeur sous le taux neutre. C'est-à-dire qu'on reviendra possiblement là dès cet été à de l'impression monétaire. Donc, on pourra de nouveau emprunter de l'argent à moins cher que l'inflation. Si on revient là-dessus, ça veut dire qu'on va recréer de l'inflation, ça veut dire que les boîtes vont pouvoir repartir, ça veut dire que la dépense publique va repartir. Et ça veut dire que la valse des étiquettes va reprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller pour tout le monde, parce que ça veut dire que les euros vont de nouveau perdre leur valeur. Donc, le livret A qui ne vaut plus rien, l'assurance vie qui voit sa valeur s'éroder, tout ce qu'on a connu là depuis 10 ans. C'est à mon sens là où la bascule va se faire. Mais si la BCE est prête à faire ça, c'est parce qu'il n'y a pas de solution, c'est parce que l'économie ne repartira pas par elle-même. Ce n'est pas en fermant des usines qu'on crée de la richesse. Faut remplacer la BCE par un ordinateur et un tableau Excel. Moi, j'ai toujours dit, il faut arrêter ces machins-là. Il faut que ce soit automatique. Quand c'est automatique, c'est très prévisible. Vous voyez exactement. C'est simple. Hein, l'inflation est de temps, mon taux est de temps, point. Et au moins, tout le monde peut prévoir les choses. Ça. Parce que là, on a des guignols qui jouent avec l'inflation, qui n'y comprennent pas grand-chose, ou du moins qui veulent se sauver là dans le mois prochain, ou sauver la prochaine élection présidentielle, et qui, à cause de ça, nous crée des taux d'inflation à 10%, juste parce qu'ils ont fait n'importe quoi, alors que c'était parfaitement prévisible. Juste, je vais répondre à une question qui est passée. Ne faut-il pas que l'indice soit en dessous de 50 pendant un an pour officiellement être en récession? En fait, c'est un indice, donc ce n'est pas quelque chose d'officiel, entre guillemets. Pour être en récession, il faut 3 trimestres d'affilée en négatif. En baisse de PIB. Donc, ce n'est pas l'indice qui crée la récession. L'indice, c'est juste un indicateur avancé pour nous dire qu'on va vers une récession. C'est un indicateur, ce n'est pas un chiffre qu'il faut prendre comme ça au pied de la lettre. Voilà. Excuse-moi, Thomas, je te laisse. Non, mais sur la contraction du secteur privé en France, les secteurs qui risquent d'être plus touchés. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que, ouais, alors, je ne vais pas faire une analyse secteur par secteur, elle a été très bien faite avant, mais disons qu'effectivement, le fait est, c'est qu'il y a toujours cette magie entre l'inflation qui baisse, on peut baisser les taux parce que l'inflation est revenue à un niveau correct, ça va stimuler l'économie, mais ça ne la stimule pas l'économie. Ça ne la stimule pas parce que finalement, il y a un autre problème derrière, c'est que le consommateur, il est au bord du gouffre. Et pas qu'ici, à droite et à gauche, c'est devenu beaucoup trop cher partout, parce qu'on oublie tout le temps qu'on a eu une inflation qui a explosé ces dernières années, qui effectivement est revenue à un niveau un peu plus correct aujourd'hui, mais entre deux, les prix ont pris 30% ou 40% selon quoi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, les gens, ils payent plus cher, une marchandise qui payait moins cher il y a 3 ans en arrière, mais leur revenu, il n'a pas augmenté. Et j'ai donné une conférence l'autre soir, et quand tu dis aux gens, les prix des matières, enfin de la nourriture, on va dire du basket, de la ménagère a pris 30% sur 5 ans. Et vous, est-ce que vous avez une augmentation de 30%? Non, justement pas. Et donc, du coup, forcément, c'est beaucoup plus cher. Et c'est devenu beaucoup plus compliqué de consommer. Et donc, quelque part, si l'inflation se réduit, si la Banque centrale européenne ou américaine continue de baisser les taux pour soutenir l'économie, c'est super. Mais in fine, si personne ne dépense, si personne ne consomme, comment on fait? Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de ralentir la consommation. Pourquoi? Parce que aller faire les courses, c'est devenu un vrai challenge. Et de nouveau, je fais le parallèle franco-suisse, mais chez nous, les niveaux de salaire sont extrêmement élevés, les niveaux de revenus sont extrêmement élevés. Pourtant, les gens vont de plus en plus faire leurs courses en France parce que c'est devenu trop cher en Suisse. Et donc, du coup, il y a même de ce côté-là un espèce de tourisme qui fait qu'il y a une consommation qui va se faire de côté parce que c'est devenu trop cher. Donc, ces dépenses-là, elles se ressentent, les gens consomment moins, et donc, quelque part, il y a un ralentissement massif qui est en train de se faire. Et comme Étienne le disait, on ne va pas se retrouver demain avec tout d'un coup, parce qu'on a baissé les taux de 25 points de base, l'économie qui va repartir parce que ça va tout changer. Et même si on va en dessous du taux d'inflation neutre, du taux neutre, on dit même si on va à zéro, ça ne fonctionne pas. L'exemple de nouveau en Suisse, nous, on a les taux de nouveau quasiment à zéro en Suisse. Mais on n'arrive pas à recréer de la croissance parce que les gens ne peuvent plus dépenser, parce que les gens ne peuvent même plus acheter
de l'immobilier, c'est pareil, c'est devenu trop cher. Même si tu gagnes très très bien ta vie, il faut quand même pouvoir apporter des fonds propres, il faut quand même pouvoir continuer à payer le même niveau de revenus. Et si les taux y varient, bah, ça peut faire très très mal. Et les biens immobiliers sont devenus à des prix qui sont complètement débiles. Donc il y a un changement, et il y a aussi une exode qui est en train de se faire parce que les gens n'y arrivent plus. Donc la problématique, c'est pas toujours le fait de savoir où est l'inflation et où est la croissance et qu'est-ce que peut faire le gouvernement pour ça. Le fait, c'est que les gens, ils sont dans la merde et qu'on est dans une phase où on risque d'y aller encore un petit bout avant de pouvoir remonter. Et la problématique de l'inflation, on sait tous, en théorie, quand elle est trop forte, eh bien, tu montes les taux pour la freiner, mais il y a une inertie. C'est toujours cette espèce de le paquebot qui rentre dans un port. Si tu freines 50 mètres avant le port, bah, tu coules le paquebot. Par contre, il faut anticiper. Il y a cette inertie. Et c'est ce que doivent faire les banques centrales aujourd'hui. C'est ce que fait la BCE aujourd'hui. Mais en même temps, ce qu'on voit sur les chiffres, c'est qu'ils baissent les taux, ils baissent les taux parce que le seul objectif, c'est de faire baisser l'inflation. Par contre, derrière, il ne se passe rien. Il n'y a pas de croissance, il n'y a plus rien. Et de l'autre côté, si on fait juste au niveau européen aujourd'hui, la croissance, quand on regarde ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, l'automobile, c'est mort. Ils sont tous en train de crever la bouche ouverte quasiment. En plus, avec les taxes douanières maintenant aux États-Unis, tant que c'est pas réglé, je te laisse imaginer pour exporter les Audi, par exemple, a arrêté d'exporter des voitures aux États-Unis parce que ça coûte trop cher déjà maintenant. C'est pas comme ça qu'on va faire redémarrer la croissance. Et puis, accessoirement, c'est des voitures qui sont extrêmement chères et qui correspondent à une certaine élite seulement. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de se fixer sur l'inflation pour la faire baisser, mais en même temps, bah, on n'est même pas en train de relancer la moindre croissance. Et on peut même plus avoir un moindre accès à la propriété. Donc forcément, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont partir en vrille. Et tu parlais des restaurants, tous ces biens de consommation primaires. Moi, je suis choqué de voir de plus en plus d'endroits où ça devient plus vide. Il y a de moins en moins de personnes dans les restaurants. T'hésites beaucoup plus parce que les prix sont, les gars, ils s'en sortent plus non plus. Donc moi, je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est un gros problème global et qu'on va en direction d'une récession. Et on est tous en train de dire, les spécialistes et les politiques sont en train de nous dire non, mais on n'aura pas de récession, tranquille. Mais moi, je suis frappé, si je fais juste un zoom arrière sur 2024, début 2024, on nous a dit aux États-Unis, ils vont baisser entre 8 et 12 fois les taux d'intérêt. Tout le monde était convaincu. Tout le monde, tous les spécialistes à New York, les banques d'affaires, machin, etc. 8 à 12 baisses des taux. Résultat, on est à 4 en tirant les cheveux. Et tout ça fait qu'ils se sont tous gourés. Et aujourd'hui, début de l'année 2025, on dit non, mais il n'y aura pas de récession. Ah ouais, parce que cette fois, tu vas avoir raison. Donc ça fait 3 ans que tu es faux, mais là, cette année, tu vas avoir raison. Ouais. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on va droit dans le mur à un moment donné. Je suis éternel optimiste, donc je pense qu'à un moment donné, on va redémarrer. Mais avant de redémarrer, on va devoir se la prendre et très, très fort. Et c'est ça, c'est ce qui fait peur sur le moment. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, comme tu le disais avant, les politiciens, ils veulent surtout pas parler de ça parce que tu comprends, il y a des élections en 2027, ce serait quand même pas mal qu'on ait un avenir un peu sympa. Donc, on fait ces calculs. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas juste en baissant les taux que tout d'un coup, par miracle, l'économie va redémarrer. Il faut mettre le pays dans le dur pour pouvoir à un moment donné dire bon, ok, on a tout cassé, maintenant on essaie de redémarrer. Mais de nouveau, qui va repartir? C'est un peu ça. Moi, je voyais un commentaire qui disait comme l'Argentine. Je pense que la France est l'Argentine de l'Europe, quoi. On a, en fait, l'État prend de plus en plus de place. Et on parlait de récession. On a un déficit public à 5%, 6%, nous dit le FMI dans les années qui viennent, mais on fait moins d'1% de croissance. Ça veut dire que globalement, chaque pourcent de croissance, chaque euro de croissance, on le paye 5 à 6 euros. C'est complètement délirant. On peut pas. Si vous avez un État qui prend une telle taille, un tel poids dans l'économie, fatalement, petit à petit, tout se grippe et plus rien ne fonctionne. Et ça se traduit par les restaurateurs ferment parce qu'on n'a plus les moyens d'aller au restaurant. Ça se traduit par des problèmes sur l'immobilier. Alors en plus, comme l'administration. C'est l'administratif est un gaz, il prend tout l'espace que vous lui donnez. Du coup, un fonctionnaire, si vous l'embauchez pour faire des normes, il va faire des normes. Voilà. Et il va commencer par les normes intelligentes. Et puis, petit à petit, il faut qu'il justifie son emploi. Donc, les normes vont devenir de plus en plus tatillonnes et de plus en plus stupides. Et c'est comme ça qu'en France, maintenant, on a 14 normes pour tailler sa haie.
Voilà, c'est comme ça. Mais dans l'immobilier, ça se concrétise de manière très forte. C'est-à-dire que vous allez avoir la norme non-artificialisation des sols qui fait que vous n'avez plus de foncier à acheter. Puis, vous avez les normes de construction. Et j'entendais tout à l'heure l'un des grands promoteurs immobiliers français qui était devant le Sénat et on lui demandait mais comment ça se fait la construction que ça n'aille pas. Il dit mais les gars, vous plaisantez ou quoi? Vous nous mettez des normes tous les ans, des nouvelles normes écologiques sur nos immeubles. Et à chaque fois, ça coûte 6 à 10% de plus. Bah, si vous ajoutez tous les ans 6 à 10% dans la construction d'un bâtiment et qu'en plus, vous n'avez pas de terrain pour le construire, ça devient très difficile quand même. Et l'augmentation des prix de l'immobilier, il est dû à ça, mais à mon avis, principalement. C'est-à-dire que plus vous ajoutez des normes, si vous ajoutez tous les ans 6% de coût en plus pour la construction, ça veut dire que l'acheteur, ça lui fait 6% en plus à payer pour acheter. Bah, soit ça ne se construit plus, ce qui est le cas aujourd'hui, soit les prix, de toute manière, atteignent des sommets titanesques. Comme je vois que la mairie de Paris, là, nous dit c'est une catastrophe, on n'arrive plus à se loger à Paris. Bon, bah, merci les gars, j'aurais pu vous le dire il y a déjà 3-4 ans que ça allait arriver. Mais si vous plafonnez les loyers, que vous ne donnez pas de terrain constructible et qu'en plus vous nous mettez des normes type DPE où on n'a plus le droit de louer les logements classés G, vous allez forcément vous retrouver avec un énorme problème de logement. Si en plus vous mettez des taxes tellement élevées que la rentabilité du logement locatif à Paris est à 2%, bah, les gars, ils disent, écoutez, c'est 2% de rentabilité sur le logement locatif à Paris, c'est à peu près ce que me rapporte mon livret A. je vais aller placer mon argent ailleurs. J'ai trouvé quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vais aller regarder des obligations d'État, par exemple, me rapporteront plus. Bon, bah, autant que j'investisse dans des obligations d'État, si vraiment je veux zéro problème, que d'aller investir dans l'immobilier à Paris. Il y a zéro intérêt pour moi, donc voilà, j'arrête. Si en plus, derrière, vous avez des problèmes liés à des locataires qui ne payent pas et que vous n'arrivez pas à faire partir ou à des squatteurs, bon, alors là, vous dites, allez hop, c'est bon, je vais acheter du Bund à 10 ans et puis ça sera bon, quoi. Je ne vais pas me casser la tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi... C'est des problèmes qui sont auto-créés. Bah, le cas de l'immobilier, il est excellent parce que les usines, bon, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est au quotidien. Tout le monde n'est pas responsable d'usine, mais l'immobilier, pour ceux qui ont essayé d'être propriétaires bailleurs, ils le voient bien en France. Les normes, le coût des locataires, pas pouvoir faire sortir un squatteur. Ça, c'est très français quand même de protéger comme ça autant. Et ça devient un problème de rentabilité et ça fait que le risque est tellement grand pour certaines populations qu'il y a des populations qui n'arrivent plus à se loger. Il y a des endroits où les propriétaires préfèrent garder les biens fermés, avec personne dedans, plutôt que de prendre le risque d'avoir quelqu'un. Mais c'est un risque qui est juste réglementaire, législatif. Si on disait, comme dans d'autres pays, que quelqu'un qui ne paye pas son loyer, sous quinzaine, la police vient et le sort, déjà, les gens, ils paieraient leur loyer. Et en plus de ça, les propriétaires bailleurs, ils n'auraient aucun problème à prendre des populations plus difficiles parce qu'ils sauraient qu'ils n'ont pas un risque comme en France pendant 1 an, 2 ans avant d'atteindre le 1er avril que la trêve hivernale soit terminée. Et le blocage des loyers dans les zones sous tension, c'était la réponse la plus idiote qu'on pouvait faire à la pénurie de loyers. On dit, il n'y a pas assez de logements, c'est parce que les gens n'ont pas assez de pouvoir d'achat, donc on va baisser la rentabilité, parce que c'est ça, plafonnement des loyers, c'est une baisse de rentabilité, et on va rendre la construction qui était déjà de plus en plus chère, on va faire qu'elle n'ait même pas de sens économique. C'est-à-dire qu'on est sûr de perdre de l'argent si on construit. Et donc là, comme tu dis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux bâtiments et immeubles qui sortent de terre ? Parce que ça n'a aucun sens. Et le problème, c'est qu'on est encore sur des solutions politiques et monétaires à des vrais problèmes. Tu parlais tout à l'heure de l'automobile et de l'acierie. On se dit, on va faire des subventions, on va faire de l'inflation, ça va faire repartir. Non, c'est les usines qui créent la richesse. Dans le logement, c'est pareil. On peut mettre la CAF, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut mettre des DPE. C'est pas ça qui augmente le parc immobilier. C'est de construire des biens et d'ouvrir la porte aux locataires. Ça augmente le parc immobilier. Mais tant qu'on est sur des réponses réglementaires et monétaires, on ne règle pas le problème. Surtout que la complication est créée par l'État. L'automobile, alors les usines, ça c'était le patron de Total et le patron d'EDF qui disaient mais c'est un enfer la réglementation quand vous voulez créer une usine, c'est pas possible. Et l'automobile, je pense que tout le monde a bien compris que l'interdiction de la voiture thermique en 2035, ça a tué l'automobile européenne, quoi. Ça a été vraiment la plus grosse exportation de l'Europe, c'était l'automobile. La France, c'est les avions, mais en deuxième, c'est l'automobile. Et sur l'Europe,
c'est l'automobile qu'on exportait le plus dans le monde. Et tu parles Et c'est le premier d'aviation. employeur en plus. C'est un des derniers trucs sur lesquels on a tué ça avec ça, quoi. Mais oui, pardon, sur la navigation, tu voulais dire quoi? Ouais, ce qui s'est passé avec l'usine Safran, là, il y a quelques jours, alors ça a fait quelques entrefilets, oui. je sais pas si vous avez vu la réception de l'inauguration, c'est une usine hyper technique pour construire des pièces maîtresses de réacteurs qui sont vraiment, tout le monde se les arrache, ces réacteurs, hein. C'est les réacteurs faits en collaboration avec GE, Boeing les utilise, Airbus les utilise, même les Chinois Comac ils les utilisent, donc vraiment c'est le top de ce qui se fait sur la planète. Et nous, on en est là, alors jeter des tomates parce que c'est pas écolo et que c'est pas décroissant. Oui, parce que c'est pas bien de construire des avions. C'est pas bien de construire des avions. Ouais. Non, mais ça, alors ça, si on parle de ça, il y a quand même un truc qui s'est passé il y a un mois en arrière sur le réarmement de l'Europe, où tout le monde a tout d'un coup trouvé des milliards. Alors, ils n'ont pas un centime pour essayer de redresser le pays. Par contre, ils ont trouvé des milliards pour se réarmer, des centaines de milliards pour se réarmer. Et ce qui est absolument ahurissant de nouveau, c'est qu'on a réussi, au milieu de cette histoire-là, à trouver de l'argent sans problème, à injecter de l'argent dans une industrie qui pollue un maximum et qui est reconnue pour, entre guillemets, polluer. Et c'est pas là où je critique, mais c'est que depuis des années, on nous prend la tête avec leurs histoires de réglementation anti-pollution, attention, réchauffement climatique, même en investissement, on parle d'investissement ESG parce qu'il faut être clean. Et là, tout d'un coup, en l'espace de 15 jours, alors tout d'un coup, Lockheed Martin, Safran, Dassault Aviation, hop, ils sont clean, ils sont ESG, il n'y a pas de problème. C'est des industries vertes, limite. Hein. Limite, ils font pousser des arbres à chaque fois qu'ils produisent un avion. Donc, je suis entièrement d'accord qu'il faut continuer là-dedans, mais je trouve qu'on est dans une aberration totale et qu'il fait tilter personne parce que on nous dit mais attendez, non, c'est pas, vous pouvez pas dire que ça pollue pas, mais vous pouvez pas non plus dire que ça pollue pas parce qu'il faut tout de suite injecter de l'argent pour réarmer la France. Je trouve, c'est une aberration totale et je reviens de nouveau sur la même chose, c'est personne ne réagit. Quoi. Ça reste vraiment très très calme. On écoute des gars raconter des montagnes de conneries sur la thématique et on vient nous dire oui, mais je pense que ce serait une bonne idée de rendre ces industries ESG. Mais une industrie ESG ou une industrie verte, une industrie polluante ne devient pas une industrie verte juste parce qu'il y a un politicien quelque part qui a décidé que c'était une industrie verte dorénavant. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Et pourtant, ça a l'air de passer quand même crème, facile, terminé. Mais de nouveau, c'est ahurissant qu'on soit arrivé à des niveaux pareils où il n'y a plus de réflexion. Mais enfin, moi, je vois beaucoup de gens dans mes vidéos qui dans les commentaires, on voit régulièrement, enfin pas dans celle-là, j'ai pas regardé, mais dans la plupart de mes vidéos, on nous parle de l'État n'a plus d'argent, rien ne va, c'est une catastrophe. Puis Zelensky vient dormir une nuit à Paris et serrer la main de Macron et il repart avec 10 milliards. Et tu dis, mais ils étaient où les 10 milliards? Où est-ce qu'ils étaient s'il n'y en a plus de sous? Où est-ce que vous avez trouvé? Dites-nous. Et c'est incohérent. Mais on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'il nous reste que 8 minutes. Est-ce que si effectivement le problème que l'on a, c'est un problème réglementaire, un énorme problème réglementaire, est-ce que finalement la simplification de la réglementation avec des réformes relativement simples, ce ne serait pas la solution? Et je parle par exemple du 1er mai. Ouais, je vais prendre un exemple concret qui va toucher tout le monde. Le 1er mai. Le 1er mai, votre boulanger n'a pas le droit d'ouvrir. Enfin, il n'a pas le droit de vous vendre du pain. Et votre fleuriste n'a pas le droit de vendre des fleurs. Du muguet, par exemple. Il n'a pas le droit de le faire le 1er mai, sauf s'il n'a 0 employé dans la boutique et qu'il est tout seul. C'est-à-dire le boulanger, il faut qu'il se lève à 2 heures du matin, qu'il fasse son pain jusqu'à 7 heures. Il ouvre à 7 heures, puis après, il se tape toute la journée de vente tout seul. Et puis le soir, il essaye d'avoir survécu. Là, il a le droit. Mais il n'a pas le droit d'avoir un employé chez lui. Et on s'est dit, même le gouvernement s'est dit, le 1er mai, on pourrait peut-être faire sauter les. Et il y a 4 boulangers qui sont devant les tribunaux parce qu'ils ont ouvert le 1er mai 2024 quand même. Hein. Ils sont devant les tribunaux. Et le gouvernement dit, on pourrait peut-être autoriser les gens à acheter du pain le 1er mai, ça pourrait être autorisé. A priori, ce n'est pas non plus une catastrophe. Tout de suite, la CGT dit non. Tout de suite, la gauche dit non. Tout de suite, il y a un blocage. Et donc, est-ce que vous pensez que la solution, c'est effectivement de faire sauter toutes ces barrières administratives? Est-ce que ça serait une solution? Mais est-ce que vous pensez que c'est faisable en France? Moi, mon idée, c'est de dire ça ne va pas encore assez mal pour que ça aille mieux.
on s'en approche, hein, on s'en approche très très vite, mais ça va pas encore assez mal pour que ça aille mieux. On a tout le temps, à chaque fois qu'on essaie de bouger un truc en France, ça hurle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On essaye de le faire en 2-3 minutes chacun pour respecter le timing, parce qu'après, la modératrice Anaïs est en examen. Non, en plus, ça a été bien dit, donc comment ne pas être d'accord avec ça? Ah, je crois que bon là, on va parler de politique et pas d'économie, mais tant que la moitié du pays reçoit son chèque de l'État, c'est difficile de vouloir tout remettre à plat. Quand même, la soupe est bonne, malheureusement pour pas mal de gens et pas mal d'entreprises, hein, qui vivent de subventions parce que derrière ils sont taxés, ils sont pris à la gorge. Dire: «Bah, les taxes vont pas disparaître, mais je vais perdre mes prébendes publiques», c'est compliqué. Donc tant que les chèques continuent à tomber, à mon avis, les gens ne seront pas dans la rue. On parlait tout à l'heure des Français qui coupent la tête des rois, mais on coupe la tête des rois quand on a faim, pas quand c'est le roi qui nous paye avec des tickets resto. Donc à mon avis, ça va être ça l'élément déclencheur, ouais. Ouais, bah, je pense que ce serait une bonne solution déjà parce que entre réglementation, il en faudra toujours, mais qu'elle soit au minimum rationnelle et intelligente. Et commencer à interdire aux gens de travailler, parce que quelque part, on pourrait avoir des réglementations souples. Tu parlais du 1er mai. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, a priori, si. De nouveau, en Suisse, le 1er mai, chez nous, c'est chômé. C'est-à-dire que si tu décides de ne pas aller travailler, tu as le droit de ne pas aller travailler. On ne peut pas t'obliger à venir. Mais si tu as envie d'y aller et d'être Oui, payé pourquoi pour pas. le faire, tu as le droit de le faire. Donc, je pense qu'il y a plein d'employés qui seraient tout à fait d'accord d'aller bosser le 1er mai. Mais là, on met des barrières en partant du principe que tout le monde veut faire quoi? Ils veulent rester à la maison parce que c'est le 1er mai, puis il faut fêter le travail. Faut arrêter, c'est ridicule. Donc, c'est une déréglementation débile qui existe encore, qui devrait sauter dans tous les sens. Mais il y en a partout encore. Mais ça, c'est un cancer. Aujourd'hui, on est dans une période où il faut justement travailler et créer de la richesse. Et puis, on nous dit, ouh, il faut surtout pas trop travailler. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. On peut pas se relever comme ça en ne faisant rien. Et il y a un truc qui va se produire probablement ces prochaines années. À mon avis, les États-Unis vont tomber en récession à cause de ce que Trump est en train de faire. Mais ils vont se relever beaucoup plus vite que nous parce qu'à chaque fois, quand on leur demande de repartir et de retourner au boulot, ils y vont et personne ne les empêche de le faire, d'être entrepreneur et de développer. Et on te donne ta chance si tu as la possibilité de le faire. Aujourd'hui, en France, quand on te dit on va te donner ta chance, monte ta boîte, ok, mais paye quand même 50% d'abord avant de commencer à faire quoi que ce soit. C'est pas comme ça qu'on va laisser avancer les gens et puis se reconstruire si on se fait massacrer dès le premier jour. Et je pense qu'il faut justement, tout ça doit être remis à plat, remis à zéro et repartir à zéro et puis se dire, bah, s'il y en a qui veulent pas bosser, je comprends, tout à fait. Mais s'il y en a qui veulent bosser, on peut pas les interdire de le faire. C'est complètement aberrant. Je vais vous donner, pour finir, je vais donner 2 exemples qui, moi, me frappent depuis toujours. C'est des exemples très locaux. Je suis né dans la Saône-et-Loire et j'y retourne très régulièrement. Eh bien, en Saône-et-Loire, sur le département de la Saône-et-Loire, il est interdit à une boulangerie d'ouvrir le lundi. Vous n'avez aucune boulangerie en Saône-et-Loire qui a le droit d'ouvrir le lundi. C'est totalement interdit. Pourquoi le lundi? C'est comme ça. C'est comme ça, mais sur tout le département, c'est préfectoral. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir le lundi. On se demande toujours pourquoi. Et le deuxième exemple incroyable, c'est la ville de Mâcon, qui est la préfecture de la Saône-et-Loire. Il s'avère que j'ai dormi une nuit dans un hôtel à Mâcon. Et le matin, le dimanche matin, j'essaye de trouver un café pour me faire un café. C'est idiot, mais c'est comme ça. Pas un café d'ouvert, pas une boulangerie d'ouvert, pas un magasin d'ouvert. Sur l'ensemble de la ville qui fait 30 000 habitants, tout est fermé le dimanche. Il est interdit d'ouvrir quoi que ce soit le dimanche à Mâcon. Tu te dis, mais enfin, mais comment on peut vivre dans une ville comme ça? C'est-à-dire que tout le monde est obligé de rester chez lui ou de se promener sur les quais de Saône qui sont très beaux, mais enfin, pas foutu de trouver un café ouvert le dimanche, même pas sur les quais de Saône. Pas possible de trouver un café ouvert dimanche à Mâcon. On est dans un pays de fous où l'administration a pris un tel pouvoir qu'elle peut tout vous interdire uniquement parce qu'elle l'a décidé. Moi, je suis sûr qu'à Mâcon, dans les tours, il y a des gens qui doivent des familles entières qui doivent se taper dessus tous les dimanches uniquement parce qu'ils n'ont rien à faire en sortant. Donc, et que la vie de famille n'est pas forcément agréable. Et ils se retrouvent à 10 dans 50 mètres carrés et ils finissent par se taper dessus parce qu'il n'y a plus que ça à faire.
Moi, je suis sûr que c'est une catastrophe, ces lois dans tous les sens. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'être venus. Donc, je rappelle Thomas Veillet de la chaîne Swissquote, enfin, qui a entre autres une émission sur la chaîne Swissquote. Le lien est dans la description. Et merci à Étienne Henry aussi d'avoir été avec nous, rédacteur en chef aux Chroniques Agora. Et Agora vous a sorti un petit fascicule pour que vous voyez comment naviguer en cette période de taxflation, d'augmentation des impôts tous azimuts. Le lien est dans la description, je vais arriver à le dire. Le lien de description, c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Et puis, merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Je rappelle, la vidéo, c'est tous les mercredis matins à 11h en direct. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Donc, merci à ceux qui nous regardent en différé. Mettez un pouce vers le haut, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.